Radio Univers. Spécial entretien. Spécial entretien. Spécial entretien. Spécial entretien. Le Bénin traverse depuis quelques mois une période qu'on peut qualifier de haut risque. Il y a 2 ans, notre pays a été menacé par la fièvre hémorragique à virus Ebola. À peine cette tempête passée, le virus a frappé quelques régions de notre pays. Aujourd'hui, plus d'une centaine de cas de choléra, dont 6 décès ont été déjà enregistrés. Il est de bon temps de se questionner sur la source de ces différents virus et comment prévenir d'éventuelles autres menaces de ce genre. Nous avons invité pour vous et dans cette émission Meda Koudebi, spécialiste de l'hygiène funéraire et de prévention des risques et pandémies. Avec lui, nous allons passer en revue les dispositions préventives et curatives au Bénin face à ces risques et pandémies. Meda Koudebi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Tout à l'heure, vous allez vous présenter plus amplement. D'abord, je salue mon collègue Gilles Biguezoton. Gilles, bonsoir. Pauline Thomas, bonjour et à mes auditeurs de Radio Univers, merci de prendre le rendez-vous de cette émission spéciale entretien. Alors, monsieur Meda Koudebi, à nouveau, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation malgré votre agenda si chargé. Oui, c'est un devoir de citoyen. Alors, monsieur Meda Koudebi, nous allons démarrer. La tradition ici existe que Radio Univers, nous sommes éplorés. Il y a un de nos collègues qui a rendu là, votre message de compassion à l'ensemble du personnel de Radio Univers. Et je vous présente mes sincères condoléances ainsi qu'à la famille éplorée. C'est une perte pour la nation parce que si jeune à 30 ans, c'est la nation qui perd et c'est le développement qui reçoit un coup dans le dos. Que Dieu le Père Tout-Puissant lui accorde le repos éternel. Amen. Et donne le courage à son entourage immédiat pour pouvoir traverser ce moment difficile. Amen. Merci beaucoup à vous, Meda Koudebi. Alors, et quand on dit Meda Koudebi, qui est Meda Koudebi? Meda Koudebi, c'est un citoyen béninois après tout, et spécialiste de l'hygiène funéraire et de prévention des risques et des épidémies, président actuel en exercice de l'ONG Bénin Diaspora Assistance, oui. Et au même moment, membre de l'UPAS, Union des professionnels et acteurs béninois de la santé en France. Et puisqu'on parle du domaine mortuaire aussi des risques et les épidémies, ancien secrétaire général du syndicat national des pompes funèbres du Bénin il y a 23 ans. Voilà, c'est tout un parcours. Alors, monsieur Meda Koudebi, quel est l'état des lieux des morgues au Bénin? Il y a certains qui ne remplissent pas les conditions, mais tout le monde veut manger et on est salle des morgues ça et là pour manger. L'état des lieux, vous en dites quoi? Le problème de morgue au Bénin, c'est vraiment quelque chose de très grave. C'est très grave. La fois passée, en faisant les émissions, j'avais évoqué le cas de la morgue qui est juste en face de votre université. Une morgue déjà qui ne répond pas aux normes, où les mouches, après avoir caressé les dépouilles à lui confier, viennent embrasser les baguettes de pain qu'expose la vendeuse en face de cette morgue et cherchant à sortir leur faim pour pouvoir rapidement retourner au cours, alors qu'il de ce peuple, il représente les futures autorités. Oui. Ça veut dire qu'on risque d'avoir une génération
de présidents ou de ministres moribonds ou très malades. Ce qui coûtera au budget national. Parce qu'à ce niveau, on est évacué aux frais du contribuable à l'étranger. Ce qui est très grave pour notre avenir. Et ce qui m'attriste, c'est que les soi-disant autorités, je dis bien soi-disant, parce que s'ils étaient vraiment des autorités, ils auraient pu imposer les règles nécessaires pour protéger leur population. Ah oui, et Meda Kourebi, vous pensez que les autorités ne jouent pas véritablement leur rôle. Mais vous, en tant qu'acteur du domaine, qu'est-ce que vous avez fait pour que l'autorité, bien sûr, fasse quelque chose? Et déjà, tout a commencé depuis 2010 où j'ai adressé 45 questions au gouvernement d'alors. Dans ces 45 questions, je leur ai dit, mais puisque l'OMS est sur la liste de l'OMS, le Bénin fait partie des 45 pays sur les 198 au monde qui exigent des soins de conservation à des corps avant leur arrivée sur son territoire. Les produits formalisés sont tous des produits hautement toxiques et cancérigènes et ont 99 ans de vie dans le sol. Comme les sachets en plastique. Alors, maintenant, quels sont les moins dangereux que le Bénin lui retient ou qu'il souhaite? Et au même moment, quelle est leur conséquence sur la vie des populations? Est-ce qu'un médecin béninois peut prononcer une mise en biais immédiate? Si oui, pour quelle et quelle maladie peut-il prononcer une mise en biais immédiate? Alors, qu'est-ce que vous appelez mise en biais Mise en biais immédiate, par exemple, quelqu'un qui décède il y a une liste de maladies, méningite, tuberculose, choléra, le Lassa, l'Ebola, la maladie de Creutzfeldt-Jacob, toutes ces maladies, quelqu'un qui décède de ces maladies, puisque c'est des maladies hautement, comment on appelle, contagieuses. Il y a la maladie du charbon qui s'est ajoutée. La maladie du charbon aussi, récemment. je vais vous donner même la liste, j'ai la liste qui est dans mon sac. Et le médecin doit prononcer une mise en biais immédiate, c'est-à-dire le corps ne doit pas sortir pour une exposition ni pour une morgue. Le corps doit quitter dans un cercueil scellé directement pour le cimetière, sous précaution, bien protégé dans le housse de transport de corps. Est-ce que le Bénin applique ces recommandations? Si oui, j'aimerais connaître les maladies pour lesquelles vous les appliquez et quels sont les tests et les règles qui protègent ces médecins-là pour que les familles ne se retournent plus contre eux demain. Voilà. Et à la fin de toutes ces questions, la seule réponse que le gouvernement, après décision du Conseil des ministres, m'a adressée, on me dit que tout se fait au Bénin par jurisprudence. Cela veut dire quoi? Il n'y a pas de règles ni de lois, comme bon te semble. On prend la décision sur saute d'humeur. Oh oui. Alors dites-nous, de votre observation, vous êtes un acteur du domaine. Qu'est-ce que vous avez observé dans la pratique? Déjà, il faut que l'État ou les agents normalement chargés de notre sécurité, de votre hygiène, soit déjà dans l'intention de changer les choses. Malheureusement, puisqu'ils m'ont déjà dit qu'il n'y a pas de règles, ni de loi, ni de tests, en ce moment, je leur ai dit qu'il va falloir faire des réformes. Ils m'ont dit immédiatement, et nous, pour ne pas vous mentir, on n'a pas les moyens nécessaires pour engager des réformes. C'est là que mon ONG s'est engagé à accompagner le Bénin pendant 5 ans. On est dans notre troisième année. Oui. Et j'ai demandé alors aux autorités combien de morgues avez-vous au Bénin. Malheureusement, ils m'ont dit qu'ils en ont à l'époque 3. J'ai fait le recensement et je me suis rendu compte qu'il y en avait 43. D'où viennent les 40 autres morgues? 43, dont 8 appartiennent à l'État. Et le reste pour le privé. J'ai recensé les morgues, je suis venu au ministère, le ministère a préparé les convocations, qu'il m'a retourné et c'était moi-même qui s'est transformé encore en facteur pour aller distribuer les convocations. C'est comme ça que j'ai formé tous les promoteurs des morgues du Sud Bénin à l'hôpital de zone de Ouida, le 19 mars au 21 mars 2013 et au même moment, on a procédé à des vérifications des morgues pour voir s'ils sont aux normes. C'est comme ça qu'on a constaté, par exemple, que les morgues n'étaient pas aux normes. Et à l'époque, on avait vu que la morgue de CNH fut construite en 1962 pour 55 places.
hors d'usage contenait près de 800 et quelques corps, dont on en avait fait enterrer 350 dans une fosse commune au cimetière de Sommet dans la nuit du 9 mars au 10 mars 2013. Et au même moment, à Porto Novo, 87 corps de Unimé. Et en 2014, on est revenu pour pouvoir encore faire les sensibilisations. Et début 2015, on est arrivé sur place. On a constaté que rien n'avance. On a organisé à l'hôtel FF de Savalou la formation des promoteurs des morgues du Nord Bénin. Oui. Et à la fin, en décembre, on a organisé la formation des officiers de police judiciaire parce que, par exemple, à Abomey-Calavi n'a pas de voirie. En cas de décès, c'est la police qui fait les découvertes de cadavres. Ils les prennent dans les véhicules et de commandement pour aller déposer à la morgue, alors que la dernière transpiration d'un mort contenant au moins minimum 100 milliards de batteries, il faut désinfecter la voiture. Ils ne désinfectent pas. Et si tu as la malchance d'avoir un frère ou un parent en garde à vue, qu'on prend dans cette voiture direction le tribunal, il est condamné à mort par maladie avant son jugement officiel, ce qui augmente les taux de mortalité aussi dans les prisons du pays. Alors, pratiquement, on a décidé de faire un grand contrôle et un grand ménage. On est allé, j'étais parti à Natitengou, j'avais vu que la morgue de Natitengou, qui n'étant pas aux normes, les promoteurs, les agents utilisaient des produits, le pétrole, pour traiter les corps à la place du formol. Cette morgue a été fermée, 8 des corps ont été transférés à la morgue CHDO de Parakou, et on est venu à Dassa, l'hôpital de zone de Dassa appartenant à l'État aussi, la morgue n'était pas aux normes, la chambre froide était défectueuse. Finalement, on a aussi, avec l'appui du procureur d'Abomey, fermé cette morgue, transféré les corps ailleurs. Et en décembre 2015 plutôt, et un contrôle des morgues m'a permis de remarquer aussi que la morgue de l'hôpital de zone de Calavi appartenant à l'État aussi n'est pas en totalité des morgues depuis 25 ans ont fait des pizzas sans et déversaient des produits hautement toxiques et cancérigènes dans le sol nu, empoisonnant les nappes phréatiques et tout le peuple béninois. Alors dites-nous, quelles sont les normes que les morgues doivent avoir? Normalement, déjà, l'OMS est très clair. Nul ne peut ériger une habitation ni un puits à moins de 100 mètres des clôtures des morgues et des cimetières. La deuxième chose, quand une morgue doit s'installer, il doit y avoir une étude d'impact environnemental pour voir si c'est une zone qui est inondable les 10 dernières années. C'est les mêmes règles que le choix des cimetières. Malheureusement, PK14 aujourd'hui est une catastrophe érigée dans une zone inondable. Et au même moment, après ces enquêtes, et la morgue doit être au moins minimum, pour une superficie minimum de 4 parcelles. Malheureusement, au Bénin, quand quelqu'un a 2 mètres carrés ou un congélateur, il écrit morgue là-dessus. Pourquoi 4 parcelles minimum? Il y a des levées du corps qui se font directement de la morgue, des morgues directement pour le cimetière. Alors, si dans cette morgue, toute la famille doit se réunir, c'est minimum au moins 500 personnes. Dans un carré où on érige le bâtiment. Et la morgue, déjà, pour qu'elle soit aux normes, il doit y avoir normalement 4 zones. La zone ordinaire, censée accueillir la famille, où ni jamais le corps ou le cercueil ne doit transiter. Après, il y a la zone intermédiaire. La zone intermédiaire où le véhicule funèbre doit amener le corps et déposer les cercueils. Cette zone doit être équipée d'une vitrine pouvant permettre à la famille depuis la zone ordinaire de suivre tout ce qui se passe depuis la zone intermédiaire. Au même moment, à défaut d'une vitrine, ça doit être équipé des caméras rétroprojection pour permettre depuis la zone naturelle de suivre ce qui se passe dans la zone intermédiaire. Et il faut encore la zone sensible. La zone sensible est censée accueillir le corps et le traitement, le maquillage, la conservation, ainsi que les produits formalisés qui sont tous hautement toxiques et cancérigènes. Voilà déjà, rien que le bâtiment, les 3 conditions que le bâtiment doit remplir. Et maintenant, au-delà de ces 3 conditions, il doit y avoir un pizza, le grand pizza avec des filtres de charbon d'où les eaux usées doivent aller. En premier, renforcé de scalite. Et quand ce serait trop plein, il doit y avoir chute dans un autre pizza plus profond, et encore équipé des filtres et du charbon, toujours pour filtrer, équipé aussi toujours comment on appelle, des scalites.
Et une fois arrivé à ce niveau, il y a les véhicules d'évacuation des eaux usées qui sont censés venir évacuer ces eaux-là le moment opportun, une fois quand les fosses se remplissent, pour aller les traiter dans les usines compétentes. Voilà que nous n'avons pas au Bénin les usines de traitement des eaux usées. Du coup, ces gens-là, se retrouvant avec ces eaux et dont ils ne savent pas l'utilisation qu'ils vont en fait, et pour éviter aussi un débordement, font tous des pizzas sans fond où ils déversent ces produits hautement toxiques et cancérigènes dans le sol nu. Malheureusement, c'est ce que nous avons subi. Ils nous ont tous empoisonnés. La deuxième chose, au-delà de tout ça, à l'intérieur de la morgue, il doit y avoir au minimum 100 pieds d'arbres plantés, ce qui permet que ces 100 pieds d'arbres absorbent un peu les toxiques, les produits toxiques qui s'échapperont et qui vont se déverser dans le sol pour réduire le dosage de l'empoisonnement dont nous sommes tous au quotidien victimes. Malheureusement, citez-moi combien de morgues au Bénin remplissent ces conditions et ont au moins 100 pieds d'arbres. Mais avec tout ce que vous avez cité, ça nécessite assez de moyens. Est-ce que l'État n'a pas raison de dire qu'il n'a pas les moyens? L'État a dit qu'il n'a pas les moyens. Moi, sincèrement, il y a eu du laxisme. Et comme je l'avais dit dans plusieurs émissions, ce n'est pas parce que je suis dans l'université que je ne dirai pas la part de vérité aux étudiants. L'administration béninoise, effectivement, contient un peu de compétences, mais malheureusement, le peu de compétences a été emporté par la corruption. Ce qui a fait que, quand on rentre, on a l'impression d'être dans un désert de compétences. Là, vous donnez raison au président. Au chef de l'État, je lui donne entièrement raison parce que les responsables de cet empoisonnement sont très bel et bien identifiés. Il y a le ministère de la Santé. Oui. Le ministère de la Santé devait avoir une direction morgue. Malheureusement, au Bénin, notre ministère de la Santé n'a pas de direction morgue. Première défaillance. On a demandé au service d'hygiène et d'assainissement qui était censé de gérer l'eau et l'hygiène de gérer les morgues. Ils ne sont pas formés pour. La deuxième chose, les DDS ont tous des services d'hygiène et d'assainissement. Direction départementale de la santé. Et malheureusement, ceux-là aussi n'ont jamais contrôlé une morgue jusqu'en 2015. Peut-être qu'elles n'ont pas les moyens, cette direction. Déjà, ils n'ont jamais été formés pour. Ils n'ont pas les équipements pour aller vérifier. Et c'est leurs directeurs qui leur font obstacle quand ils prennent encore l'initiative. La preuve, le DDS Littoral Atlantique Puskouna, donc que je connais très bien, que j'ai dû engueuler sérieusement, en 2000, plus précisément le 20 janvier 2015, qui ne voulait pas du tout qu'on contrôle les morgues de Cotonou. Et pourquoi? La ministre de la Santé à l'époque, Mme Gaza, et le directeur national de la santé publique, le DNSP, Dr Yuruchabi, lui ont demandé d'organiser rapidement l'inspection de ces morgues-là et accompagner ma délégation. Le matin, à notre arrivée à 8 h, il n'y a rien. Je l'appelle, je suis en réunion, j'arrive. Il tournait comme une poule pondeuse. Jusqu'à 9 h, 10 h, il me dit, j'ai une séance de travail, je ne peux plus faire partie de la délégation. Pourquoi il fut? Ça cache quoi? Pourquoi il fut? On a l'habitude de dire que quand la bouche mange, dans le plat où il ne doit pas manger, est-ce que c'est parce qu'il est vraiment occupé? Les yeux ont honte. Et je vais vous dire pourquoi il a fui cette délégation. Alors, dites-le nous. La police sanitaire me dit, Monsieur Kourebi, depuis qu'on est là, on n'a jamais contrôlé une morgue dans le littoral et atlantique. Et quand on veut contrôler les maisons où il y a des faux certificats qui ne sont pas aux normes, ou les magasins des poissonneries et consorts, quand vous allez chez Pierrette, c'est votre patron qui vous rappelle pour vous dire revenez au bureau, il est du même parti politique que moi. Là, dommage. Quand vous allez à gauche, c'est le même patron qui vous appelle pour dire non, le directeur était déjà venu me voir au bureau, revenez, laissez-moi le temps. Et quand vous prenez l'initiative et que vous demandez qu'il signe l'ordre de mission pour qu'on aille sur le terrain,
il refuse, il ne signe jamais l'ordre de mission. C'est votre arrivée qui a fait qu'il vient de signer l'ordre de mission. Mais quand il a signé l'ordre de mission, je vais vous souffler quelque chose aujourd'hui et vous devez savoir. Il signe l'ordre de mission, il demande de ne pas mettre mon nom, moi qui suis compétent. Pour faire ce contrôle et former ses employés, il refuse qu'on ne mette pas mon nom sur l'ordre de mission. Première preuve de complicité, d'empoisonnement. Deuxième chose, il refuse de rentrer dans la délégation. Il dit que s'il y a problème sur le terrain, de l'appeler sur son portable. Une fois problème, on l'appelle, le portable est hors zone. Troisième preuve, il nous dit les morgues où on doit aller en premier. Il nous demande de ne pas aller chez les anges, le Libanais Ali, en face de l'université, en premier. De ne pas aller chez Procy à Papa en premier, parce que c'est les gros bonnets auprès desquels il prend ses sucettes. De ne pas aller, de commencer. Vous faites des accusations graves. Je confirme, et c'est auprès des partenaires. Vous avez les preuves. J'ai les preuves et ces collaborateurs ne peuvent même pas nier. Plus précisément, Dr Yoru Chabi vit. Et une fois sur le terrain, il nous a dicté, je vous donne le calendrier qu'il nous a imposé. Allons-y. Allez à l'OMEL en premier. C'est ce qu'il nous a imposé. Oui. OMEL, parce que OMEL et lui, ils s'entendent pas, surtout qu'il n'a qu'une morgue d'à peine une dizaine de places. Il n'en a pas assez pour lui passer les rouges aux lèvres, ni pour financer le parti dont il est membre, qu'il a imposé à Madame Gaza par le biais de Akofodi et de Marcel Dosouza. Voilà comment il est devenu DDS. Voilà ceux qui l'ont imposé à Madame Gaza. Madame Gaza vit. Vous êtes Alors, là en politique. Non, je vous donne, je vous explique. C'est pour que vous compreniez que votre mort, c'est parce que tout est politisé que vous êtes aujourd'hui en danger. C'est ce que je veux que vous compreniez. Ah oui, allons-y. Vous avez les preuves, vous le dites. Immédiatement, j'ai dit à Madame Gaza, parce qu'on s'écrit personnellement, il me dit, sincèrement, il m'a été imposé par telle et telle personne. Et quand je lui parle même, il n'ose même pas m'écouter. Puisque vous êtes un consultant indépendant, que vous êtes sur le terrain, vous allez faire la preuve. Et vous allez voir effectivement que les faits l'ont rendu aveugle. Il n'a jamais rien vu. Il n'a jamais vu tout ce qui pouvait vous tuer. Les faits aujourd'hui donnent raison. La deuxième chose, il nous dit quand vous allez quitter là, Oui. allez à Kowegbo, à Akpakpa. Kowegbo appartient à l'État. Omel appartient à l'État. L'État l'a juste confié à faire un contrat de gérance à M. Guy. Du coup, il évite les privés qui sont les corrupteurs et nous oriente vers les publics qui appartiennent à l'État où il n'a pas ses petits déjeuners. À notre grande surprise, Oui. arrivé à Procy, il y avait déjà l'avocat et l'huissier de Procy qui nous attendaient, alors que c'était une visite contrôle surprise. Comment a-t-il été informé et nous attendait déjà avec un avocat et son huissier? Et plus précisément, habilement, il demande l'ordre de mission et il dit, j'autorise ceux qui ont non pas ceux qui ont leur nom sur l'ordre de mission d'aller faire le contrôle, et ceux qui n'ont pas ne pourront pas aller. Monsieur Koudebi n'a pas son nom sur l'ordre de mission, tu ne pourras pas me contrôler. Mais pourquoi est-vous cible? Parce que je vais découvrir la mafia qui lui permet de financer son parti politique. À plus forte raison, j'ai demandé alors à la police sanitaire, puisque vous, il y a votre nom, et le promoteur, il a tout à fait raison, parce que sur l'ordre de mission, il n'y a pas mon nom. On est dans un état de droit. Il ne peut pas laisser rentrer n'importe qui. J'ai demandé alors à ce que ceux qui sont autorisés fassent ce contrôle. Devant tout le monde, ils nous ont dit, monsieur Koudebi, on n'a jamais contrôlé une morgue. On est en 2015, hein, à l'époque. Et on n'a pas les compétences, c'est vous qui devez nous former. Si on ne vous autorise pas à rentrer, ça veut dire que nous-mêmes, on ne pourra pas être formés. On retourne, on va rendre compte à qui de droit. Voilà. Comment vous mourrez comme des lapins? Alors, Mesdames Koudebi, je rappelle que les amis auditeurs peuvent nous envoyer rien que ils peuvent nous envoyer des messages au 95 57 53 80
le 95 57 53 et 80. Ils peuvent également nous appeler sur le 66 95. Rien que des messages sur le 95 57 53 80 et sur le 66 95 89. Ange Pauline Thomas. Voilà, vous étiez en train d'expliquer les conditions qu'il faut pour avoir une morgue qui respecte les normes. Et dans vos propos, vous avez dit qu'il n'en existe très peu au Bénin. Alors, quelles sont les réformes que vous avez proposées au gouvernement? Le gouvernement, dans le courrier qu'il m'a donné en 2013, m'a demandé d'associer les acteurs de la santé publique au fait d'une initiative de loi pour compléter le code de la santé publique au Bénin. Et ces acteurs de la santé publique me disent n'ayant aucune idée de comment gérer les morgues alors que c'est eux qui sont les responsables, ils m'ont demandé de leur faire une proposition. J'ai dû faire une proposition de projet de loi sur la gestion des cimetières et des morgues à l'État béninois enregistré le 10 avril 2013 à la présidente de la République sous le numéro 678. Ce projet de loi proposé au gouvernement béninois a été transmis à la Cour suprême sous le nom du Code de l'hygiène publique il y a 3 ans que Mme Gaza a essayé de convaincre le président Ousmane Batoko pour que ça puisse être voté jusqu'à son départ et elle n'a pas pu. Et Dossou Togbe étant arrivé, je l'ai rencontré, il dit avoir été aussi 4 fois, ça n'a pas marché. Du coup, j'ai dû adresser une demande d'audience à Ousmane Batoko pour lui expliquer qu'à côté des musulmans il y a des chrétiens et que la conservation doit remplir aussi des règles. Alors, quelles sont les dispositions qui sont contenues dans ce code qui pourront quand même aider les Béninois? Déjà, puisque le corps le plus vieux non enterré au Bénin est dans sa 39e année. Le corps le plus vieux non enterré au Bénin est dans sa 39e année. Ceux qu'on n'a pas de parents... Pourquoi la base. Ce corps, il y a 2 corps appartenant. Non, il y a un appartenant aux Béninois et un corps guinéen. Et le reste, je crois, c'est des corps des mercenaires français qui ont accompagné Bob Denard. Et qui sont toujours là. Qui sont là, mais puisque le président Valéry Giscard d'Estaing à l'époque n'avait pas reconnu qu'ils étaient ces citoyens qui sont venus agresser le Bénin, ils n'ont pas eu le courage de réclamer les dépouilles. En 90, après la conférence nationale, où habilement la France a introduit une demande de libération des vivants, des 11 vivants assignés en résidence qui étaient devenus les instructeurs de l'armée béninoise, qui leur ont permis de pouvoir maîtriser les équipements abandonnés dans leur fuite. On a restitué que ces 11 vivants ainsi que les enfants qu'ils ont eu à faire pendant leur séjour puisqu'ils ont été... Bénin. Oui, mais malheureusement, les corps n'ont pas été réclamés ni restitués. Ce qui fait que là, je crois qu'à mon retour en France, je vais me rapprocher de BFM TV, France 24, et demander aux politiciens d'aller récupérer la morue humaine des soldats français qui se reposent à la morgue de CNHU. Alors, quelles sont alors les dispositions qui sont contenues? Eu égard de tout cela, il y a encore d'autres corps. Vous allez voir, si vous allez sur l'ONG Bénin Diaspora Assistance, vous verrez au moins des images des corps qui ont été séchés au soleil, dont d'autres sont en train de pousser des champignons. Vous pouvez aller aussi sur le mur Facebook Koudebi Meda. Koudebi Meda, c'est K-O-U-D-E-B-I. Et plus loin, Meda, M-E-D-A-R-D. Vous aurez aussi les images des corps et des morgues traditionnels et des morgues juges normaux, modernes, mais où les corps sont séchés dans les couloirs comme des fagots de bois, souvent les inconnus et abandonnés. Vous pouvez aussi aller sur YouTube et taper Koudebi Meda sur YouTube. Vous aurez les vidéos de comment les morgues nous empoisonnent et nous tuent. Bêtement, c'est une politique de pérennisation de clientèle que ces morgues-là ont installée de telle manière que vos dépouilles sont infectées et pendant les obsèques, ils sont sûrs que dans 6 mois, vous reviendrez encore comme client pour être sûr que les casiers ne seront pas vides. Leur prière, c'est qu'il y ait assez de morts. Mais comment? Si je fais un commerce, la priorité, ce serait pour vendre. La preuve, l'eau qui sort même des cadavres. Il y a des morgues dont les agents des morgues vendent le litre à 10 000 francs. Qui servent à préparer les savons de chance. Qui servent à préparer les parfums de chance.
Il y en a même au marché d'Antopa qui les aspergent les matins sur leurs étalages avec comme incantation mais quand ça sèche et que vous allez au marché, vous avez la malchance et qu'il y a des tourbillons qui soulèvent ces bactéries de tuberculose, de méningite, de fièvre jaune et que vous n'êtes pas vacciné, Oui. vous serez obligé de rejoindre l'au-delà ou le rang de leurs clients. Alors, Meda Koudebi, dites-nous un peu comment les Béninois peuvent enterrer leur mort, comment peut-il les garder sans être exposés à des maladies? Et comme je l'avais dit, et comme dans tous les pays, il faut légiférer. Parce que à l'absence de loi, ça devient de l'anarchie. En attendant la loi, vous pouvez quand même leur dire les En normes. attendant la loi, si moi j'ai un conseil à donner à quelqu'un, tu as un décès le lundi, arrange-toi pour l'enterrer avant le samedi. Et si il n'y a pas les moyens? Quel moyen? Est-ce que Dieu a attendu que vous ayez les moyens pour rappeler son fils? Quel moyen vous voulez? De quoi vous endetter pour en retour collecter les enveloppes? La mort aujourd'hui c'est devenu une tontine. Et il y en a même des fois qui distribuent les faits pas un mois à l'avance pour être sûr d'avoir le maximum d'enveloppes pour pouvoir quitter la location et être propriétaire une fois après les obsèques. C'est triste. J'ai rencontré même des cadres qui ont perdu leur maman et pendant les obsèques ils disent mais non mito kutame. La mort est devenue un fonds de commerce. La mort est devenue un fonds de commerce. Et ce fonds de commerce, malheureusement, nos autorités, à cause des miettes, nous livrent à la mort. Je parlais la fois passée, je disais en fond que notre administration nous livre à la maladie et que la mort vient nous acheter. Le Bénin peut se faire une économie de 20% de ses morts et de 120 000 infections de contamination de faim vivant l'année. Alors, quelles sont ces maladies auxquelles les Béninois sont exposés en laissant les morts quelques jours après? Bon, allez sur YouTube, comme je vous ai dit tout à l'heure, tapez Koudebi Meda, vous allez voir la vidéo de la moque de Dangbo. On met celui de méningite sur celui de tuberculose, celui de tuberculose sur celui de Lassa, celui de Lassa sur celui de Ebola, et les corps s'entassent l'un sur l'autre jusqu'à 1,20 m de hauteur. De telle manière que quand tu vas chercher ton parent à la morgue, il contracte les maladies qui ont tué tous ceux avec qui il a séjourné. Les cercueils aussi ne sont pas aux normes. Pour qu'un cercueil soit aux normes, il faut un plastique biodégradable étanche au fond du cercueil, pouvant empêcher les écoulements et les infiltrations. Malheureusement, ces cercueils n'étant pas aux normes, la mode aujourd'hui au Bénin, c'est 2 jours d'exposition du corps. Quand on expose ces corps, les lits mortuaires sont imbibés des liquides contagieux, des sécrétions. Malheureusement, c'est ça que les pompes funèbres vont laver au pressing avec vos habits. Voilà comment la chaîne de contamination est pérennisée au Bénin, par absence de législation. Ce qui fait que je me suis adressé même au président de l'Assemblée nationale. Dieu merci, il est dans sa 74e année, ce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir, à plus forte raison sans aucun cheveu blanc. Alors, tout le monde non plus n'a pas la chance de se faire évacuer en France aux frais du contribuable béninois comme lui. Il va falloir ce qu'il pense à ceux qui ont voté pour lui. Comme je le disais toujours sur la voie de la vallée, le voleur ordinaire va te voler ton porte-monnaie, va te voler ta moto. Oui. Mais le plus grand voleur qui va te voler ta vie, ta retraite, l'avenir de tes enfants, c'est ce que tu vas élire le jour des élections, que tu vas choisir de ta propre main. C'est celui-là qui est le grand voleur qui peut détruire ta vie. Et comment? Alors, la preuve, on a parlé des 2500 morts qui recevaient quand même plusieurs milliards de pensions de retraite l'année au Bénin. Et ça, je l'avais dit au chef de l'État, le président Yahi Boni. Oui. Et j'avais demandé qu'un fichier national de défunts béninois soit créé afin de le croiser tous les mois avec celui des pensions et des retraites pour pouvoir économiser au moins l'équivalent de 10 milliards qui peut financer d'autres projets pour diminuer le chômage au Bénin. Mais malheureusement, après mon départ en 2013, si vous avez bonne mémoire, c'est de communiquer à grande échelle pour qu'on puisse faire un paiement de pension à vue. J'ai rappelé Mme Khatchime, je dis, mais ce ne sont pas mes recommandations. Si on fait un paiement de pension à vue, ceux qui ne vont pas se présenter,
les 4 catégories B jusqu'aux catégories A non directeurs. Il peut contacter sa famille et dire je veux parler à papa. Ah papa m'a sorti Migone, maman Mitolo, notre maman aussi n'est plus. Ils sont sûrs que cette famille n'entamera jamais des procédures de demande de pension de veuvage et à partir de cet instant, les 4 catégories B jusqu'aux catégories A non directeurs émergent à la place de ces morts pour couvrir les détournements. Au même moment, il y avait le réseau des mariages antidatés qui s'organise avec les maires des communes à faible revenu pour aller escroquer le trésor. Le tarif, tout le monde sait que le tarif, à l'époque, c'est 400 000, 500 000. Oui. Et immédiatement, j'ai proposé au ministre Martial Sauton, chargé des relations avec les institutions et la fonction publique, Martial Sauton. Sauton, de prendre un arrêté ministériel pour obliger les fonctionnaires béninois à déclarer leur mariage de leur vivant. Si à leur mort, l'État ne reconnaîtra pas de veuve. Cela mettra fin au mariage antidaté qui s'organise avec les maires des communes à faible revenu pour aller escroquer le trésor. Ces veuves de complaisance coûtent l'équivalence de 4 milliards à l'État l'année. Rien ne fit faire. Et je peux vous dire que la corruption Oui. et le non-respect des tests est la carte d'identité des Béninois. C'est la vraie carte d'identité. Ah bon. Alors, nous allons parler de ce virus qui sévit actuellement au Bénin, le choléra bien entendu. Dites-nous, quelle peut être la cause ou la source du choléra qui sévit actuellement? Oui, alors, avant, Mesdames Kourebi, il y a quelques messages, on va y revenir, mais je rappelle à nos amis auditeurs qui peuvent toujours envoyer des messages au 95 et 57 53 80, le 95 57 53 et 80. Alors, Mesdames Kourebi, et la cause des virus, le choléra et autres, la maladie du charbon, ce que beaucoup entendent pour la première fois au Bénin. Et déjà quelqu'un qui a contaminé les autres, c'est parce qu'il est décédé. Bien sûr. Et puisque ici, l'obligation du certificat de décès avant tout dépôt de corps à la morgue n'est pas une obligation, les morguiers ne savent pas de quoi la personne est décédée. Et puisque au Bénin, majoritairement, les morgues sont tous des chambres froides de poissonnerie, d'autres sont des conteneurs frigorifiques Mess Line volés au port, à l'intérieur de laquelle, à l'heure où je parle, il y a 117 corps. Vous n'avez pas les preuves. Oui, mais Mess Line ne peut pas se retrouver à Dogbo avec 184 corps. Mess Line, c'est au port où ça doit être sur les navires. Mess Line n'est pas une maison qui conserve les corps pour qu'on retrouve 187 corps dans un conteneur de Mess Line à Dogbo. Alors, pratiquement, oui. Ça, les autorités, ils en savent. Maintenant, quand on expose ces corps, comme je vous l'ai dit, Oui. qui s'infectent entre eux, et que, finalement, on vous restitue, famille innocente, sans vous dire les causes et les conditions dans lesquelles il a vécu, vous allez vous infecter. Je peux vous confirmer que c'est la manipulation non protégée du premier défunt souffrant de cette maladie qui, aujourd'hui, a mis toutes les familles qui ont eu la malchance de déposer un corps dans la même morgue où ce premier décès de choléra est décédé, qui aujourd'hui sont en train de le vilipender dans la ville. Je vais vous donner l'exemple du Libéria, de la Sierra Leone. Quand Ebola était arrivé, Oui. les premiers corps ont été mal gérés. Ils sont restés ensemble avec d'autres corps. Alors qu'il fallait les mettre Ces en corps ont quarantaine. été, oui. Déjà, il ne doit pas aller à la morgue. C'est une mise en bien immédiate. Oui. Ces corps ont infecté les autres. Toutes ces familles qui sont venues récupérer leurs corps Ils sont déjà infectés. ont été infectés, ce qui a facilement propagé le virus. Je vais vous donner l'exemple. Il y a eu l'épidémie du choléra entre-temps et dans la Takora. Bien sûr. C'est la toilette mal faite lors des funérailles d'un musulman décédé de cette maladie où tout le monde voulait participer, il voulait faire la toilette, il voulait toucher le corps. Et en retournant, chacun est retourné dans sa région avec ses gemmes de choléra qui a été à la base de près de 1200 morts qu'on a connus dans le septentrion Il y a de cela suite quelques à une années. toilette mal faite. Ce qui fait que, à partir d'une morgue, on peut détruire tout un pays et son économie. C'est une bombe à retardement. Voulez-vous dire que la maladie du choléra est de source mortuaire ou de morguière? Vous venez de dire qu'il y a eu déjà plus de 6 décès dans l'Atlantique. Oui. Vous voulez qu'on interpelle ces familles-là? Aucun d'eux n'a fait une mise en bien immédiate. Parce que la mise en bien immédiate, comment ils auront les enveloppes?
Mais peut-être qu'ils n'en avaient, les membres de cette famille n'en avaient aucune idée de ce qu'on appelle la mise en biais. C'est pour ça que je dis le peu de compétences qui sort de notre université ici Oui. est souvent emporté par la corruption sur le terrain. Tu as appris quelque chose que tu sais faire. Oui. Pourquoi ne pas l'appliquer sur le terrain et abandonner les rouges aux lèvres? Les rouges aux lèvres. Vous mettez quoi dans rouge aux lèvres? Les rouges aux lèvres empêchent de parler. Quand la bouche mange ce qu'il ne doit pas manger, le moment venu, c'est que les yeux ont honte. La preuve, quand par exemple un responsable chargé de l'hygiène, il te dit, ah, on est au début septembre, hein? Bientôt la rentrée, hein? Si tu viens pas me voir, ça fait tant pis pour toi, hein? Les contrôles vont commencer à la rentrée. Et que toi, tu passes par là, tu es sûr d'acheter ta tranquillité pendant la rentrée. Et lui aussi, de vendre des maladies. Et de vendre allègrement les maladies. Et lui aussi, il est sûr que comme ça, il pourra vivre au-dessus de ses moyens. Voilà ce qui tue majoritairement dans notre pays. La politique du ventre. Alors dites-nous, quels sont les comportements non hygiéniques des Béninois et à quel risque sont-ils exposés à partir de ces comportements non hygiéniques? La première des choses, comme je l'ai dit à beaucoup de personnes, puisque la dernière transpiration d'un mort contient 100 milliards de bactéries, quelqu'un qui est en agonie tout de suite, il faut chercher à rencontrer un médecin. Une fois quand tu rencontres le médecin, il faut que ce médecin, après avoir examiné le corps, puisse faire les analyses nécessaires pour être sûr qu'il est décédé de telle ou telle maladie afin de prendre les décisions idoines. Mais avant tout ça, c'est l'État. Il se peut quand même que le président prenne un décret présidentiel ou le ministre un arrêté exigeant obligatoirement qu'un certificat de décès et un bilan sérologique soient faits avant, à tout patient, avant tout dépôt de corps dans les morgues. Cela permettra aux promoteurs des morgues de savoir refuser les corps qui sont de nature contagieuse et aussi aux médecins de pouvoir prescrire une mise en biais immédiate. Déjà, cette première proposition permettra de réduire au moins de 50 000 les infections et de l'équivalent de 10 000 les contaminations de défunts vivants. Et la deuxième chose, la dernière transpiration d'un mort contenant au moins 100 milliards de bactéries, nous avons l'obligation d'incinérer la dernière tenue de la personne. Malheureusement, en Afrique, on dit avoir même un coup d'eau, avoir vivre, ouais. Et on amène à la maison, on s'infecte avec, et après on dit oui. Ce n'est pas bon. Ce qui fait que, tout à l'heure en venant, les gens m'ont signalé par exemple des trucs. Qu'il y a un groupe qu'on appelle le Renouveau Charismatique qui fait les prières les lundis et les mardis, des fois dans les cimetières. Malheureusement que ces groupes-là, en partant, prennent l'eau des puits des cimetières qu'ils considèrent comme l'eau bénite qu'ils ramènent chez eux alors que c'est de l'eau concentrée du formol. Parce que quand il pleut, l'eau rentre dans les tombes et se retire avec ces formols qui ont 99 ans de vie dans le sol, les gemmes et les bactéries. Et ceux qui finissent dans les puits, c'est pour ça que l'OMS est très clair. Nul ne peut ériger un puits ni une habitation à moins de 100 mètres des clôtures des cimetières et des morgues. Voilà, vous n'avez même pas d'institut de gestion des maladies cancérigènes au Bénin. Et c'est vous qui attirez le plus d'occasions d'être infecté des maladies cancérigènes. Alors, une dernière question dans ce domaine. Nous allons parler des habitudes alimentaires des Béninois, des habitudes que vous connaissez aujourd'hui qui peuvent quand même nuire gravement à la santé. Qu'est-ce que vous en dites? Au niveau de notre régime alimentaire, la première des choses, c'est la pauvreté. Parce que quand on dit à quelqu'un, tu dois manger 5 fruits et légumes par jour, c'est une obligation en Europe. Et l'État donne les moyens. L'État donne les moyens en faisant quoi? Quand tu n'as pas de l'argent tout de suite, tu vas voir l'assistance sociale de la mairie et c'est la mairie qui va te faire un colis alimentaire. Dans ce colis alimentaire, tu as le nécessaire pour manger normalement en respectant les règles qu'il faut pour être en bonne santé. Pourquoi l'État français fait ça? Parce que l'État français prend systématiquement en charge les 2 tiers
des frais d'hospitalisation et des médicaments de tous les citoyens sur son territoire et prend en charge à 100% les sans-papiers parce que se soigner fait partie des 5 besoins fondamentaux de l'homme. Malheureusement, au Bénin, l'État est sous. Pourquoi? Parce que il n'achète pas de médicaments. Il n'a pas de sanctions. Il n'a pas de punition financière. Du coup, il s'en fiche. Si l'État achetait les médicaments à tous les Béninois, comme le font les autres pays, il aurait pu réfléchir à comment engager un régime alimentaire et un risque sanitaire qui fera qu'il y aura moins de malades pour que ça ne coûte pas trop sur son trésor public, son budget. C'est la première des choses, c'est l'État qui devait être garant des 5 besoins fondamentaux de l'homme. Se nourrir, se soigner, se vêtir, se loger. Et le 5e qui m'échappe, Se divertir. N'assume pas sa responsabilité au Bénin. Mais quand on sait que quelquefois même le particulier est plus riche que l'État, est-ce qu'à l'État cela revient? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des organisations non gouvernementales qui peuvent quand même prendre le relais? Je peux vous dire que l'État est plus riche que le particulier. C'est la corruption qui est en train de déplacer les rôles. Déjà, le particulier qui doit payer ses impôts ne le paye pas comme cela se doit. Je profite de l'occasion pour vous souffler que quand le gouvernement du président Patrice Talon est arrivé il y a à peu près 4 mois, il avait constaté que rien que dans la zone de Calavi, il y avait près de 400 et quelques immeubles qui ne payaient pas les impôts et 700 et quelques dans Cotonou qui ne payaient pas les impôts. Une procédure de saisie de ces immeubles étant engagée, les propriétaires ont commencé à sortir. C'est encore ceux qui nous avaient dirigés hier qui vont continuer à nous piller jusqu'à demain. Je ne vous dirai pas plus, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, c'est nous-mêmes qui ruinons l'État. Quand, par exemple, on s'associe et on dit à un ministre, par exemple à Madame Gaza, puisqu'on est dans le domaine de la santé, tu dois donner le marché gré à telle personne, et qu'elle donne, et que cet appareil, par exemple, coûte 5 millions, mais l'intéressé facture 30 millions à l'État. Si l'État n'est pas riche, il va payer. Et les 25 millions de trop, c'est ça qui rend en partie l'État riche et nourrit la corruption, le financement des partis politiques. Et il y en a même des manifestations qui sont organisées où on nous dit que c'est apolitique. Mais en partie, le promoteur de cette manifestation est dans ce réseau que je dénonce. Alors, nous tirons petitement vers la fin, Gilles. Les services des programmes, la régie d'antenne qui nous ont encore donné 30 minutes, Méda Kourebi, donc nous avons encore 30 minutes dans ce studio. Alors, Gilles, si vous permettez, nous allons alors aborder les réformes, ou du moins la relation que vous avez actuellement avec le pouvoir en place, puisque dans les coulisses, avant même l'émission, vous nous confiez que vous êtes un rupturien. Donc, quelles sont les relations certainement bonnes que vous avez avec l'État, le gouvernement actuel? Et Méda Kourebi, vous n'allez pas oublier la question de mon collègue Ange-Pauline Thomas, mais vous nous avez confié que vous avez été reçu par une autorité ministérielle hier à 5h30. Je vais vous donner la différence de ce que vous vivez aujourd'hui. Et je peux vous dire, malheureusement pour nous, mais heureusement pour le Bénin. Puisque pendant des années, jamais on a appliqué nos recommandations sur le terrain. Quand on ferme une morgue, je peux vous donner, par exemple, j'ai fermé la morgue Bamisé de Dangbo, j'ai subi toutes les pressions de la part de Simplice Korodossou. On va y venir. Et qui pratiquement a cautionné ceux qui ont organisé l'enlèvement de ma maman le 2 janvier 2015, que grâce au commissaire central de Cotonou, Lambert Agbo, que je remercie, qui a pu me récupérer ma maman sain et sauf dans une chambre de passage dénommée Énergie à Vosakota. Comment c'est arrivé? C'est pour vous dire que c'est à partir de cet instant que j'ai fait une émission à Radio Soleil où j'ai dit l'administration béninoise est en quelque sorte comme le Boko Haram administrative. Alors, au moment où personne ne t'écoute, personne ne veut sauver des vies, on veut continuer à faire voter les 400 000 morts qui sont sur la LEPI par procuration pour être sûr de gagner les élections. Je suis sur le campus d'université d'Abomey-Calavi. Oui. Je crois qu'entre les deux tours, ça ne devait pas vous échapper
que plus précisément le 12-8, la date du 12-8, il y a plus d'une dizaine de bus qui ont quitté l'université en direction de Colline. Ils sont allés faire quoi, ces étudiants? En quelle année? Je parle des élections en 2016. Plus d'une dizaine de bus Allons-y. qui sont partis d'ici en direction de Colline. Peut-être que c'est là-bas ils se sont fait enregistrer. Et bizarrement, c'est la même personne qui les connaissait, qui les a identifiés, qui a loué les bus pour eux. Je ne vous dirai pas plus. Le moment viendra et si le gouvernement est décidé, le jour où on va radier les 400 000 morts, on verra sur le fichier électoral combien le nombre exact qui ont voté pour les élections de cette année. Alors, oui, vos relations alors, avec, avec le pouvoir régime en actuel. place, Le vous, pouvoir en vous place, êtes un rupturien pur et Le dur. pouvoir en place, je vais vous dire une chose. Le président Patrice Talon, je ne le connaissais de nulle part avant qu'il ne soit élu. Même étant en France, en exil et résidant en France, et je profite pour lui représenter encore mes condoléances pendant le décès de sa fille. 35 ans, qui est morte par suicide, parce qu'elle ne supportait pas tout ce qui se disait, où elle s'est jetée du 4e étage. Oui. Je n'y étais pas aux obsèques. Mais, à un certain moment, j'ai essayé de faire la lecture de ce qu'il propose. Et je me suis rapproché de plusieurs personnes Oui. pour qu'on puisse changer les choses. Et ça a été fait? Non, c'est-à-dire, avant que lui n'arrive, j'ai été victime même d'une escroquerie de 28 millions de parcelles ici, où malheureusement, c'était depuis 2014, quand j'ai arrêté les gens, je peux vous dire que une des familles directes, je dis des familles directes de l'ancien président, m'a appelé sur mon portable pour me dire, retirez l'affaire du commissariat, ramenez l'affaire chez moi à mon domicile, nous allons gérer. Et ils ont fait pression sur le commissaire qui gérait l'affaire, le commissaire Nico Roger, qui est aujourd'hui le commissaire central adjoint de Parakou. Il est aux actions. C'est pour vous dire leur méthode de gestion. C'est-à-dire, c'était le Boko Haram administratif. Et finalement, j'ai réussi, en retournant en France, en déposant une plainte, une commission rogatoire est arrivée au Bénin. Et c'est cette pression qui les a poussés à engager les procédures. J'ai mis la personne aux arrêts. À ce jour, je suis remboursé au moins déjà de 15 millions dedans. Alors, c'était pour vous dire, vu leur manière de faire, on n'était plus dans une république. Mais on était dans une voyoucrerie. Sincèrement, c'est de la voyoucrasie qui était le quotidien. Parce que quand je ne comprends pas, on dit on a fait une enquête sur le PPA 2 et qu'il y a eu, par exemple, des puits qui n'ont pas été faits. Et on attend de sommer les entreprises à cotiser pour qu'on finisse ces puits. Alors que le voleur est là, c'est le contribuable béninois, sont ces unités de MTN et de MOVE qu'on a volées. Pour pouvoir terminer, c'est de la voyoucrasie. Et en plus, on attend que ces puits-là soient finis pour demander aux Pays-Bas une enquête internationale. Qui veut se moquer de qui? Seuls les lapins peuvent continuer à croire à cela. Mais ça m'attriste. Ça m'attriste parce qu'en 10 ans, les gens m'appellent, ils me disent, il n'y a pas de l'argent dans le pays, l'argent ne circule pas. La question que je leur pose, à la fin du mois, est-ce que vous avez manqué une fois votre salaire? On me dit non, on a les salaires. Je dis, comprenez que c'était la filière des messes d'action de grâce, des meetings de soutien, de messes de remerciement, qui ont fait couper les seins de nos mamans et de nos jeunes filles. Couper les seins. Regardez aujourd'hui la majorité, il n'y a plus de belles filles qui peuvent s'habiller en décolleté sans soutien-gorge. Tout est tombé. Il va falloir attendre encore les 10 ans à venir pour avoir une nouvelle génération de jeunes filles aux belles poitrines. Sincèrement. Ce sont ces messes-là qui ont fané ces jeunes filles. Pierre, tout le monde crie Waba, on saute. Les soutiens-gorge se cassent. On te donne 2500. Tu achètes soutien-gorge ou 1800. Combien il te reste? Combien il te reste? Voilà ce que nous avons géré. C'est ça qui donnait l'impression que l'argent circulait. La deuxième chose qui donnait l'impression que l'argent circulait, c'est les sociétés créées au nom des morts.
où on prenait les marchés gré à gré, on ne les exécute pas, on achète les 4x4 et c'est nous. Et la troisième filière qui donnait l'impression que l'argent circulaire, Oui. c'est les faux diplômes achetés à Lomé au Niger, en Russie, avec lesquels on nous nomme à des postes où on touche des salaires auxquels on n'a pas droit, qui donnaient l'impression que la vie était belle. Et Et la quatrième, Oui. c'était les sous qu'on donnait à nos mamans, mais en échange de la carte d'enrôlement de la biométrie et de la carte de ce que nous étions hier au pouvoir. J'étais membre du SCBE, je l'assume. Je suis l'auteur de l'hymne officiel du SCBE. Allez au Bibédra. Vous allez voir en février, 29 février 2009, j'ai été déposé l'enregistrement au bureau béninois de droit d'auteur et au bureau français de droit d'auteur. Je suis après tout citoyen. Et je l'ai dit à quelqu'un, si le président actuel, je sens qu'il ne mène pas une politique pour sauver des vies, demain je vais me retourner contre lui. Alors Bien nous qu'il allons soit parler. votre ami. Nous Bien allons qu'il soit votre parler. ami. Pardon? Bien que vous l'aimiez. Je l'admire comme tout le monde parce que quand tu croises une Ivoirienne, par exemple, à Montréal, qui me dit, vous avez la chance d'avoir un président jeune. Il est simple. Il est beau. Oui. Il représente l'espoir de l'Afrique. Je peux vous donner un site sur lequel, à Londres, on a fait même une émission sur lui, où la personne dit, nous les Africains de Londres, nous sommes tous des talonistes. Alors, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il incarne en quelque sorte l'espoir et il ne doit pas décevoir. Et je profite de l'occasion pour vous dire que vous avez des soucis sur ce campus. Mais ne croyez pas qu'il est sourd. Je vous souffle aujourd'hui qu'il a Il a envoyé... dit qu'il ne va pas intervenir. Il a envoyé 2 émisseurs déjà sur ce terrain. Je vous confirme le nombre aujourd'hui. Vous êtes dans les secrets de Dieu. Il a envoyé 2 émisseurs. Mais malheureusement, chacun des 2 partis reste toujours campé sur leur position. C'est toute la difficulté qu'il a. Ah oui. Il a envoyé déjà 2 émisseurs Bien sur sûr. ce terrain. Oui. La preuve, il y a eu au niveau des magistrats, les problèmes ont commencé quand il a envoyé les émisseurs et il y a eu quand même un point d'entente. C'est eux les premiers corps constitués de l'État qu'il a reçus, alors qu'il n'a pas encore reçu les autres. Alors parlez-nous un peu de ce que vous n'avez pas apprécié dans les décisions gouvernementales depuis son Ce accession que- au pouvoir. Ah, vous allez voir, si vous faites bien attention, Oui. vous allez voir que notre ONG a fait des propositions pour la réforme constitutionnelle au Bénin. Mais par exemple, dans ça, nous, on lui a dit on n'est pas d'accord pour le mandat unique. Pourquoi donc? Même si le mandat unique a ses avantages, ça réduit la politique de la clientélisme. Ça réduit la politique de la clientélisme parce qu'on s'en fiche, on rend à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et nous avons aussi proposé que les actes commis avant de devenir député, que l'humilité ne le couvre pas. Et ça a été retenu. Nous avons proposé que l'avis du président de l'Assemblée du Parlement ne soit plus nécessaire mais consultatif pour pouvoir mettre aux arrêts ce dernier, juste informer l'Assemblée pour que le président de l'Assemblée nationale convoque le suppliant à prendre place. Parce qu'aujourd'hui, la majorité de notre Parlement est devenu un refuge des voleurs. Ils traînent tous des cadavres séchés dans leur tiroir. Mais Dakurebi, vous n'avez pas les preuves de ce que vous avez. Il y a une chose, quand vous prenez l'affaire du PPA2, Oui. vous vous souvenez que l'ancien président même avait cité des responsables dont il a demandé qu'on enlève l'humilité et qui sont toujours là. Bien sûr. Quand vous voyez par exemple ce ministre Simplice Korotosu qui traîne l'argent, le reliquat de l'élection d'avril que les policiers réclament mais qui s'est toujours refusé là-bas. Quand vous prenez toujours ce Simplice Korotosu dont l'ancien maire Clément Inofou a porté plainte à la BEF parce qu'il a pris de l'argent pour acheter 2 4x4 neuves et il n'en a ramené qu'une seule 4x4 d'occasion, et l'affaire est à la BEF, il a été entendu, il s'est toujours réfugié au Parlement. Quand vous prenez toujours ce dernier que j'ai informé dans le cadre de l'enlèvement de ma maman parce que j'ai fermé la morgue bamisée de Dangbo, qui s'est toujours réfugié à l'Assemblée. Quand le promoteur de la morgue me dit qu'il est venu leur voir et qu'il leur a dit de rouvrir leurs portes pour continuer à empoisonner sans l'avis de Mandant Gaza, et que je l'appelle sur son téléphone personnel, qu'il reconnaît les faits, pour dire oui, c'est vrai que je leur ai proposé mon assistance, mais je n'avais pas connaissance de la gravité des actes qu'ils ont posés. Celui-là ne mérite pas d'être appelé honorable. Bon,
Nous allons peut-être revenir dans d'autres émissions. Alors, Meda Kourebi, nous allons poursuivre dans cette émission. Mais vous avez fermé quelques morgues dans le plateau et vous avez fait un tour il y a de cela quelques jours dans l'Atlantique où certaines morgues traditionnelles ne respecteraient pas les conditions requises et vous les avez tout simplement, vous avez mis en garde les responsables, les tenanciers de ces différentes morgues traditionnelles. Je continue de dire qu'aujourd'hui, l'administration béninoise, elle est diesel, elle est moribonde, elle mérite entièrement d'être renouvelée. Parce que ce service de contrôle des morgues pour leur mise aux normes, normalement, ce n'est pas à moi d'aller faire ça. C'est à l'État d'aller le faire. C'est à l'État d'aller faire. Mais l'État ne peut pas aller lui-même. Il doit passer par des gens qui ont au moins une vocation et qui ont une vision pour leur pays et non pour leur ventre. Comme Meda Kourebi. Moi, j'ai honte parce que quand je suis citoyen français, je suis citoyen canadien. Mais quand tu vas dans un pays, par exemple... Vous avez tous ces passeports-là. Oui. Quand tu vas dans un pays, par exemple, et que tu sors le passeport béninois, on te dit, ah, vous êtes du pays où le président rêve d'être empoisonné, ça nous fout la honte. Quand tu vas dans un pays, par exemple... Là c'est différent de la réalité. Non, c'est pour vous dire l'image que vous donnez à l'étranger. Quand vous allez dans un pays, par exemple, et que vous sortez le passeport pour lequel vous n'êtes pas fier parce qu'on dit, tiens, c'est dans votre pays que les morts créent des sociétés pour détourner les aides. Mais qui a autant donné cette image de notre pays à l'extérieur? C'est l'administration qui est là. Comment le savent-ils puisqu'ils ne sont pas venus ici au Bénin pour le savoir? Est-ce que c'est pas peut-être ceux-là qui sont contre le pouvoir qui sont allés vilipender? Vous oubliez qu'il y a des médias qui existent et que l'avocat même du président Yahi a intervenu sur RFI. Et si vous voulez, je vais vous donner la bande, vous allez rediviser. Je l'ai publié sur mon Facebook, où Alao reconnaissait qu'il doit y avoir des complicités à tous les niveaux de l'État. Et que l'État était censé de contrôler ces entreprises. Et au même moment, la deuxième chose, si ces gens-là ont pu créer des sociétés au nom des morts, c'est parce qu'il y a eu des complices dans l'administration. Je vais vous rappeler que n'oubliez pas que dans ce pays, il y avait un député à 3 identités, qui s'est retrouvé en prison pendant au moins une quarantaine de mois. Mais il est aussi honorable, malgré qu'il a de nom, il est vivant, il est cadavre. Dites, est-ce que c'est pas mal vendre son pays que de le dire sur la face du monde alors qu'on pouvait quand même laver le linge sale en famille? Vous croyez que le linge sale peut se laver en famille quand vous êtes devant un corrupteur qui est sourd alors que les décisions doivent venir de lui? Quand un ministre, par exemple, Madame Gaza toujours, dont je prends l'exemple, qui a été vraiment la plus martyrisée du dernier régime, ce ministre qui dit à une collaboratrice, toi fais ci, fais ça, et qui lui répond, vous croyez que ça peut marcher dans ces conditions où quand tu vas voir un ministre, tu dis j'ai tel projet, est-ce que tu peux aider pour que le projet avance? Et le ministre dit, tu es d'où? Et tu dis, je suis du Mono. Et il dit, oh, c'est trop loin. C'est trop loin du Mono. Si tu étais au moins de Dassa, ça pouvait se comprendre. Là, c'est du pur régionalisme. Ah oui, ça a été la carte d'identité, le porte-drapeau pendant les 5 dernières années. Alors nous allons, Gilles, parler du RAMU. Récemment, le gouvernement a annoncé, le chef de l'État d'ailleurs, lorsqu'il a rencontré les partenaires sociaux, il a annoncé l'abrogation prochaine de cette disposition du RAMU. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà encore une autre escroquerie et hontée. On détourne l'argent de l'USAID qui devait financer ce projet. Et on entame des propagandes, des recommandations, des publications à grande échelle pour justifier que l'argent a servi à ça. Et on va maintenant jusqu'à demander aux gens de payer telle somme alors qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Il n'y a même rien, les médecins ne savent même pas à quelle structure adresser les factures, dans quel délai on doit les payer et à quel prix on doit facturer, quelle prestation que ce soit. Quand j'ai échangé avec plusieurs médecins, ils m'ont dit,
Et dans le menu, bon, là, ouais, c'est ce que beaucoup de médecins m'ont dit. J'ai vu des gens décédés au CNHU où on a fait l'ordonnance, on a glissé entre leurs orteils. Les parents ne sont pas là et la personne est décédée, l'orteil enfoui et l'ordonnance enfouie dans ses, comment on appelle, dans ses orteils. Dans ses orteils. Et c'est ça, vous appelez sauver les gens. C'est ça, je vous aime. C'est ça, votre beauté qu'on contemple dans les rues. Vous êtes toutes belles. Mais est-ce que dans le fond du projet RAMU, il n'y a pas quand même des choses qui pouvaient aider? Et qu'on peut améliorer. Je vais vous souffler aujourd'hui et je continue de le dire. La RAMU n'est qu'un montage, une escroquerie et hontée. Comment? Et je vais avancer. Déjà, il y avait un fonds de l'USAID qui devait aider au moins les pays pauvres à monter ce projet pour soulager leurs citoyens. Ce que les Ghanéens ont réussi. Le Sénégalais les également. ont réussi. Le Sénégal a adopté le CMU. Mais nous, puisqu'on prend l'argent du Chigom pour acheter du ciment, l'argent a disparu. La pression internationale a commencé. On a invité des artistes comme les Torrents et consorts à chanter. Mais c'est comme une location de coquilles vides. Rien, il n'y avait pas de loi, ni de base, ni de règles. La deuxième chose, ceux à qui on a distribué les premières cartes au palais de sport à Cotonou, c'est seulement aux partisans. J'ai un cousin direct qui faisait partie des deuxièmes qui ont pris cette carte, qui sont les responsables de Moseb financés à 100 millions avec les fonds d'escroquerie, qui pendant 3 ans restait sur l'étage à Kourounou, n'a plus jamais conduit une moto, roulait en voiture, et voilà ceux à qui on a remis les cartes pour vous dire qu'on a remis aux populations bénéficiaires. Donc, le cousin dont vous parlez n'est plus en maillot jaune quand il n'était plus en maillot jaune quand il prenait la carte. Oh non, il est venu en maillot jaune, les deux non, mais responsables il ne travaillait plus en tant que Zim. Non, 2 ans avant qu'il ne reçoive cette carte, il n'a plus jamais conduit une moto, mais il dirigeait la direction Zim qui donnait les t-shirts avec Moseb, et si tu le portes jusqu'à la fin du mois, tu as une prime de 5 000 francs. Alors aujourd'hui, le gouvernement Patrice Talon a certainement relevé les dysfonctionnements que vous venez de noter. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer quand même au régime Talon pour peut-être remplacer le RAMU ou améliorer le RAMU? Et déjà, le président Patrice Talon est chef d'entreprise. Il a plusieurs entreprises à travers le monde, même si aujourd'hui il n'est plus chef d'entreprise. Voilà, il a été. Il est président actuellement. Oui, il a été. Il a été. Et il ne sait pas. Les actions léguées à ses enfants, même de loin, il aura quand même un œil là-dessus. Et il sait qu'il faut déclarer. Quand c'est un citoyen bien formé, en bonne santé, est plus rentable. Un employé malade coûte de l'argent à la société. Alors, il sait ce qu'il va faire pour garantir la santé en attendant que les autres débouchés ne viennent. Non, mais il sait, mais il a besoin de l'expertise de vous autres. On va lui faire des propositions pour qu'il ne tombe pas dans cette escroquerie et honteux où les gens ont payé les 1000 francs, mais jamais ils n'ont bénéficié de quoi que ce soit. Et déjà, on dit il faut payer pendant 2 mois avant de bénéficier, alors que partout, quand tu souscris à une assurance, c'est à effet immédiat. C'est une autre escroquerie. C'est-à-dire, après le ICC Service, est né les sociétés au nom des morts. Parce que n'oubliez pas que ce Rémi Kodo, au moment où il avait commencé à créer les sociétés au nom des morts, il avait 25 ans. Aujourd'hui, il a 31 ans. Et ça a remplacé ICC. Mais les revenus ICC des entreprises au nom des morts ne suffisant pas, cette escroquerie et hontée de la RAMU est arrivée avec les collectes des pauvres 1000 francs des populations. Mais malheureusement, qui n'en ont pas bénéficié. Est-ce qu'il y a un processus de remboursement de ces 1000 francs? J'espère que ce ne serait pas encore, je vous jure, vous serez remboursé ou personne n'a été remboursé pendant 10 ans. Alors, notamment quelques questions ici. Il y a Évariste Abeni qui vous salue et il demande que dites-vous de la gestion des fosses dans la commune d'Abomey-Calavi? Et je crois avoir commencé ce combat des fosses des propriétaires voyous
Je les appelle des voyous parce que Vous quand pouvez ils quand même, construisent, quand ils construisent, Oui. ils obligent les locataires au-delà du loyer à payer 1500 voire 2000 l'argent pour vider les fosses septiques. Oui. Et bizarrement, ils font tous majoritairement des WC sans fond. Et quand ça commence à se remplir, les cacas s'infiltrent dans le sol. Et c'est ce que les locataires boivent et ils ne peuvent même pas rester dans leur cour. En décembre passé, j'ai dû, tous les quartiers où je suis passé où on ne pourra pas respirer tranquillement, j'ai sonné la police sanitaire par une lettre plainte. Et ils se sont déplacés dans toutes ces maisons pour contrôler si ces WC sont aux normes et ceux qui ne sont pas aux normes, on a obligé les propriétaires à les vider sous peine d'amende ou à les démolir et reconstruire. C'est comme ça que j'ai réussi à assainir un peu la zone de Fidrosset où je résidais moi-même et j'ai eu l'occasion de voir que quand ma voiture passe à des endroits, je suis obligé de soulever la tête avant de pouvoir respirer. À Calavi, effectivement, il y a cette situation, surtout qu'il y a la terre rouge. Mais malheureusement, j'ai rencontré le maire de Calavi, j'ai rencontré son SP, Madame Agbo, l'année dernière. Je les ai Vous voulez parler écrits, du maire actuel ou l'actuel maire, Georges Bada. Georges Bada. Je leur ai même adressé un courrier où il devait répondre dans un délai raisonnable de 8 jours. Malheureusement, ces deux maires RB n'ont pas répondu, lui comme l'y a dit. Ils n'ont pas répondu. Peut-être que leur agenda était... Le moment viendra quand je vais saisir la GIZ, la coopération allemande et la coopération suisse qui financent les communes pour taper sur leur portefeuille. Ils sauront qui doit protéger leur population. Alors, Mesdames Kourebi, on va à présent s'intéresser toujours dans la commune d'Abomey Calavi à la gestion des fosses, en parlant ceux-là qui ont des parents à enterrer. Apparemment, la commune d'Abomey Calavi ne fait pas ce qu'elle doit faire. Ça, vous n'avez pas menti. Déjà, j'ai fait une enquête dans plusieurs mairies pour savoir combien chaque mairie prend pour donner les permis d'inhumation à domicile, dans quelles conditions et est-ce qu'il y a de suivi. J'ai vu que la commune d'Ekpé, de mon cher camarade de classe avec qui j'ai fait le cours primaire, Chaloma et Ronfort, qui est à Semekpodi aujourd'hui, lui prenait 20 000 francs. Oui. J'ai vu que Cotonou a l'habitude de prendre 110 000. Georges Bada Calavi prend aussi 110 000 pour donner les autorisations d'inhumation à domicile. Mais dans quelles conditions on peut autoriser quelqu'un à inhumer à domicile? Avant d'autoriser quelqu'un à faire une inhumation à domicile, la ville doit faire une étude d'impact environnemental les 10 dernières années et ne doit jamais connaître l'inondation. Et ce qui est très rare. Et ce n'est qu'après ces 10 ans, quand on donne le permis d'inhumation à domicile, on doit exiger les caractéristiques que doit avoir la fosse. Quelles sont ces caractéristiques? La tombe doit avoir un minimum de 2 mètres de profondeur. Il doit y avoir au moins une couche de 30 cm d'épaisseur de scalite pour empêcher les infiltrations et des liquides et des sécrétions pendant la décomposition du corps. Après la mise en terre du cercueil, on doit mettre 1 mètre de hauteur de terre plein bien foulé pour empêcher les remontées de gaz pendant la décomposition du corps. Et terminé par 30 cm de béton armé. Parce que pendant la décomposition des corps, les gaz qui s'échappent peuvent donner des infections pulmonaires. Malheureusement, ces recommandations ne sont pas adressées aux demandeurs. Et quand il y a inondation au moment de grands crues où il y a des pluies, des prélèvements n'ont jamais été faits pour pouvoir voir s'il y a eu infiltration afin de prendre des arrêtés pour demander à ces populations d'éviter de boire l'eau depuis de telle période à telle période, le temps de faire la dépollution. On nous livre, ce qui fait que je disais sur Radio Tokpa hier, au lieu d'avoir des élus protecteurs de l'intérêt des populations, Oui. nous avons tous élus des élus pentades qui ne connaissent que l'argent. Akwe, kwekwe, takwe, dokwe, non. On ne veut plus des élus pentades. Voilà, et on ne veut plus des élus pentades, des gens qui doivent se mettre résolument au service de la population. Alors, Ange, notamment, nous allons poursuivre. Je le disais, Meda, au début, vous étiez dans l'Atlantique il y a de cela quelques jours. Vous avez visité quelques morgues traditionnelles. On
famille retient quoi et finalement ces morgues, on va à présent les aborder. C'est ce qui a même permis au nouveau ministre Alassane Seydou, que je félicite, de se rendre compte qu'aujourd'hui, la corruption a emporté le peu de compétences de l'administration de son ministère. Parce qu'ils lui ont fait un rapport. Et dans ce rapport, ils lui ont dit qu'il n'y a plus de morgues traditionnelles et toutes les morgues sont autonomes. Et le ministre m'a écrit et m'a félicité pour mon assistance, les formations des officiers de police judiciaire, des promoteurs des morgues et la prochaine formation des sapeurs-pompiers qui se fera la semaine prochaine afin de pouvoir désinfecter les ambulances des sapeurs-pompiers qui sont aussi devenus des véritables nids de contamination de feux vivants parce que quand ils prennent quelqu'un qui décède, ils laissent 100 milliards de batteries, ils n'ont pas le daquin ni les produits nécessaires pour désinfecter les blancards. Ce qui fait que quand toi tu as ton accident, tu es blessé au pied, on te prend sur les mêmes blancards et que tes pieds ou la partie blessée est en contact ou le sang avec la partie infectée du blancard, quelques 6 mois après, on soigne le pied cassé, mais tu mourras quelques jours de méningite et ils disent alors que c'est l'État en quelque sorte qui est devenu cet azétor pour ils n'avaient pas pris les précautions nécessaires pour protéger les populations. Alors, on a décidé de les former et notre ONG va leur faire don de 5 000, l'équivalent de quoi préparer 5 000 liquides de désinfection pour désinfecter les lits. C'est comme ça que j'ai rencontré le directeur du CNHU, où je lui ai demandé est-ce qu'il se sent directeur d'un hôpital de référence ou d'un couloir de la mort. Il a répondu quoi? Il m'a dit d'un hôpital de référence. Je lui ai dit je peux te prouver par A plus B que tu es le directeur d'un couloir de la mort. Et en quittant même la France, il est régulièrement interdit à tous les citoyens de ne pas se faire hospitaliser ni se faire soigner, surtout en Afrique ou au Bénin, parce qu'il y a des molécules qu'on peut leur injecter qui auront des conséquences sur leur vie. Donc, j'en suis un témoin. La première des choses, quand je retourne du Bénin, vous étiez en Afrique, j'espère que vous ne vous êtes pas fait hospitaliser. Une série de questions avant tout traitement. Alors, je lui ai expliqué. 1. On ne désinfecte pas les lits au CNHU quand quelqu'un décède. 2. Vous n'avez pas de l'IRM pour pouvoir quand même imaginer ou bien détecter les maladies qui peuvent venir dans 15 ans, 20 ans. Moi qui suis ici, en 2010, déjà l'IRM faisant à l'hôpital Cochin à Paris, ils m'ont dit d'ici 2025, j'aurai un problème de grave ulcère d'estomac qui risque de nécessiter une intervention. Et depuis 2010, je suis un traitement. Malheureusement, nous n'avons pas cet appareil au Bénin, alors que les privés, même les privés au Togo. Maintenant, bizarrement, nous avons que l'IRM, nous avons que le scanner qui constate la maladie quand elle s'installe royalement. Malheureusement, ce scanner encore, dont on en a besoin quand il y a Madame Pierre ou Madame Jacqueline en ville qui n'a pas de client, ils s'arrangent avec le radiologue et on provoque la panne, on dit au scanner, le madame 16 ans, le madame Légon pour toucher 10 000 francs par patient envoyé. C'est pourquoi je dis la corruption a emporté le peu de compétences dans l'administration. Et quand vous finissez, ça, au même moment, je lui ai dit la morgue de CNHU construite en 1962 pour 55 places, qui compte à ce jour 793 corps, qui est devenu un véritable nid de contamination de feux vivants, dont le corps le plus vieux non enterré dans sa 39e année. Est-ce qu'il va dire que ça, c'est normal? Il me dit, l'hôpital n'a pas vocation à gérer une morgue. Je lui ai dit immédiatement, l'hôpital n'a pas vocation à gérer une morgue. Mais vous êtes les premiers à confisquer les corps. Quand quelqu'un décède dans cette morgue, qui n'est qu'un vecteur de contamination, obligeant les familles à payer les frais de soins avant le retrait du corps. Ces familles n'ayant pas de l'argent payent 10 000 francs au morguier pour qu'on leur vole les ongles et les cheveux pour aller faire cérémonie au village. Et ils vous abandonnent le corps. Et ils laissent le corps. Et ça, c'est une pratique à éviter aussi. Il me dit immédiatement que ça, c'est vrai, mais que c'est une morgue à reconstruire. Je lui ai dit, j'espère que sous votre mandat, vous serez un hôpital de prévention et non de constat des anomalies et des dégâts. Et c'est ce que je lui ai dit. Et on a quitté l'entretien. Sans savoir que l'appareil qu'il faut pour savoir que Pierre ou Paul est décédé, la CNHU n'a pas.
l'appareil de vidéo numérisé de potentialiser EEG. Ce qui fait encore qu'ils envoient l'équivalent de 10% de vivants à la morgue. Ce qui fait que je ferai la semaine prochaine une émission avec les réveillés des morgues du Bénin. Ah bon? J'en ai 4 à ma disposition. Les réveillés des morgues. Du Bénin. Alors, Ange, il y a assez de questions, on ne va pas toutes les aborder. À vous, Ange. nous allons petitement, j'allais dire, à la fin de cette émission, il nous reste quelques minutes. Nous allons vous laisser peut-être conclure cette émission. Et ce que j'ai à conseiller aux étudiants, vous représentez l'avenir de ce pays et ne vous laissez pas vous infecter, vous empoisonner. Ils sont nombreux à l'écoute. Quand vos parents cherchent à acheter une maison et que vous remarquez que cette maison est à moins de 100 mètres des clôtures des cimetières et des morgues, déconseillez-leur rapidement de ne pas acheter ces maisons pour éviter que vous soyez empoisonnés. Et quand le cimetière est une zone inondable, évitez d'être au moins à plus d'1 kilomètre de ce cimetière comme PK14, ou quand l'inondation arrive, l'eau des formoles qui quitte les tombes rejoignent ceux qui sont au dehors et s'étend à plus de 500 mètres, qui empoisonnent cet environnement. C'est la première des choses. Et les étudiants qui sont sur ce campus, qui achètent souvent les baguettes de pain, qui sont vendues devant la morgue des anges, où les mouches, après avoir caressé les cadavres, viennent embrasser les baguettes de pain qu'on vous vend. Arrêtez de vous empoisonner. Vous n'allez pas franchir l'étape difficilement accompagné du GARI, le CPE, le BPC, le bac, et après la maîtrise, vous détruit. Juste à cause d'une simple méningite ou tuberculose que vous aurez contracté grâce à cette morgue, les mouches et cette baguette de pain vendue aux yeux de toutes les autorités qui passent par là. La troisième chose, pour les inhumations à domicile, déconseillez à vos parents de ne pas mettre la main dans les cercueils pour éviter de contracter des maladies. Et si vous avez des proches décédés, faites tout pour mettre au moins un plastique étanche dans les cercueils avant qu'on ne vous livre les corps pour empêcher que les lits mortuaires soient imbibés de liquides contagieux que les morgues, les pompes funèbres iront laver avec vos habits. Voilà, merci. Je crois bien ces conseils aux parents sont également valables pour ces étudiants. Nous sommes à la fin de l'émission. Gilles Bigzoton, vous avez la parole pour clôturer cette émission. Merci beaucoup à vous, Ange Pauline Touama. Jeudi 1er septembre 2016, tout premier jour de ce 9e mois de l'année, nous nous sommes intéressés à la question de l'hygiène publique. Et pour nous le dire, Meda Koudebi, spécialiste de l'hygiène funéraire et de la prévention des risques et pandémiques. Avec lui, il a été question de la gestion des morgues modernes et traditionnelles du Bénin. Pour lui, le bilan est mitigé et il faut que les autorités à divers niveau fasse quelque chose. Mise en nom de Romaric Hekpazo, réalisation Karimou Adiboja dans ce studio. Ange Pauline Touama et Gilles Bigzoto, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Ingrid, à Edovi. Bien à vous, bye bye. 70 km à la ronde, Ouida, Cotonou, Porto Novo, recevez Radio Univers.